Bien, bonjour à tous pour donc cette conférence, cette webconférence sur le thème de mon étalon sous traitement peut-il être collecté. Donc je me présente, Laurent Vigneault, ingénieur développement à la DDR, donc à la direction du développement et de la recherche à l'IFCE. Et je suis responsable de la partie donc reproduction équine. Donc nous avons une webconf qui est prévue sur environ 15 à 20 minutes et vous pourrez à l'issue de cette conférence donc poser des questions par le web chat que vous avez à votre disposition. La conférence est enregistrée, donc ces commentaires sont également enregistrés et vous pourrez à l'issue de cette conférence télécharger les documents qui vous sont présentés. Je vous expliquerai comment à la fin de la conférence. Je suis accompagné donc pour cette conférence par une assistance technique qui peut intervenir à tout moment si besoin et me seconder donc dans ces questions. Donc je vais commencer cette présentation. Alors, la médication de l'étalon et sa fertilité, un sujet qui généralement suscite beaucoup de questions. Pourquoi? Eh bien parce que les choses sont souvent mal connues. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues dans le domaine et on va voir un petit peu comment on peut essayer de balayer les principaux facteurs et voir qu'effectivement ce ne sont pas toujours les résultats qu'on attend qui se dégagent. Euh, c'est un sujet évidemment très important parce que tous les étalonniers ont été confrontés à ce problème par l'utilisation de certains médicaments ou certains traitements qui peuvent avoir des effets secondaires potentiellement sur la fonction reproductrice de l'étalon. Alors on a étudié par des essais scientifiques un certain nombre de ces médicaments et de ces traitements pour essayer de dégager un petit peu les grandes tendances. Alors je vais vous présenter ce tour d'horizon. Les perturbations de la spermatogenèse, déjà, comment ça marche, on va voir ça dans un premier temps. Ensuite, on verra les effets des actes de prophylaxie courante, les vaccins, les vermifuges, puis les autres traitements et médicaments, notamment les tranquillisants, les hormones, qui on verra sont des effets très très importants, les anti-inflammatoires qui sont souvent discriminés, les anti-infectieux également. Et puis en conclusion, donc on dégagera les grandes tendances. Donc la spermatogenèse, quels sont les grands principes et comment surtout peut-elle être perturbée? Il y a deux facteurs déterminants très importants dans la spermatogenèse et sa régulation. C'est la température intratesticulaire. Dans un premier temps, elle doit toujours être constante et maintenue autour de 34-35 degrés. C'est donc une température inférieure à la température du corps puisque les testicules sont à l'extérieur et c'est pour cette raison. Et donc chaque variation de température importante va avoir une incidence sur la spermatogenèse. Autre facteur déterminant, la sécrétion hormonale des glandes endocrines, c'est le fameux complexe hypothalamus, hypophyse et testicule, qui vont donc réguler cette spermatogénèse. Je vous présenterai un schéma dans un second temps, dans une autre diapositive, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que par la voie sanguine, il y a des diffusions donc d'hormones FSH, LH au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus qui vont jouer un rôle de messager vers les testicules et qui vont donc déterminer la production de testostérone, notamment au sein des testicules, qui va effectivement être déterminante pour la spermatogénèse. Autre point important à connaître, c'est la durée de la spermatogénèse. Vous avez 12 jours de cycle épithélium séminal, c'est l'entrée en mitose des spermatogonies, des cellules souches qui sont présentes dans les testicules, et 57 jours ensuite de différenciation de ces cellules germinales jusqu'au stade final de spermatozoïdes. Donc au total 70 jours, avec 4 jours de transit épididymaire des spermatozoïdes dans l'épididyme pour l'acquisition du pouvoir fécondant, et on peut rajouter à ça souvent une dizaine de jours de stockage. Donc on voit bien que ce cycle est très très long et que toute perturbation de la spermatogénèse peut avoir une répercussion qui peut durer au minimum 2 mois et demi. Donc
un phénomène tout à fait important. Alors pourquoi ça dure aussi longtemps? Eh bien parce que vous l'avez sur ce schéma. On a les différents stades ici d'évolution des cellules souches et on voit que s'il y a un accident matérialisé ici par les petits éclairs là, eh bien on casse tous les cycles et on repart à zéro. Donc on se retrouve donc sur la ligne, la dernière ligne, hein, parce que sur mon schéma il n'est pas tout à fait exact. Vous devriez normalement cette ligne ici, la dernière ligne ici, enfin cette dernière colonne ne devrait pas apparaître. Euh, donc euh, donc si jamais on a cette perturbation, on repart sur la dernière ligne, 12 jours de premier cycle d'entrée en mitose des cellules germinales et ensuite de différenciation 57 jours. Donc 70 jours au total pour arriver à ce que les testicules soient aptes à ressortir des spermatozoïdes auxquels il faut rajouter les 4 jours de maturation dans l'épididyme. Donc vous voyez que c'est vraiment important et souvent vous avez des étalons qui ont des épisodes de fièvre et soudain la fertilité chute. Alors c'est pas immédiat parce qu'il y a donc ce stockage dans l'épididyme, mais au bout de quelques jours on a cette chute de la fertilité et on est parti pour 2 mois. Donc vous voyez que c'est très important ce phénomène à connaître. Alors maintenant les facteurs qui vont jouer sur cette spermatogénèse. On a d'abord les effets des actes de prophylaxie courante qui sont à connaître, les antiparasitaires, les vermifuges. Alors on en a testé un certain nombre, l'ivermectine, le findazole qui est présent dans le Panacur. Alors tous ces vermifuges n'ont aucun effet sur la spermatogénèse. On a même, ça a été constaté, mais il faudrait le revérifier dans d'autres études, mais on a même une étude qui montre que l'ivermectine pourrait avoir un effet positif sur la congeabilité du sperme et sur la semence fraîche. Bon, enfin, n'en tenez pas compte, a priori, on peut simplement retenir que les antiparasitaires n'ont pas d'effet sur la spermatogénèse. Les vaccins, eux, risquent d'avoir un effet indirectement. Pourquoi? Parce qu'un vaccin peut déclencher un phénomène d'hyperthermie transitoire lié à une réaction immunitaire ou une réaction inflammatoire. Donc ça, il faut en tenir compte parce que il ne faut surtout pas non plus en rajouter avec un effort physique simultané qui serait aggravant au niveau température. Et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, donc il y a un léger risque, mais vraiment léger, mais sur la spermatogénèse au niveau des vaccins par l'effet indirect de l'hyperthermie. D'ailleurs, sur les vaccins Artevac contre l'artérite virale équine, il y a marqué qu'il y a un risque léger d'hyperthermie à 40 degrés pendant 1 à 5 jours dans 20% des cas. Donc vous voyez que c'est une petite mise en garde. Donc ce qu'on peut simplement retenir comme principe ici, c'est qu'il est préférable, si possible, de vacciner hors saison de monte. Alors, les autres effets des actes de prophylaxie courante, là je m'arrête sur un cas particulier, et d'ailleurs vous retrouvez le fameux schéma que j'évoquais tout à l'heure du complexe hypothalamus-hypophyse-testicule. Donc là vous retrouvez donc un cas particulier qui est le vaccin anti-GnRH. Alors en quoi consiste-t-il? C'est une castration immunologique de l'étalon, donc qui est une méthode alternative et dite temporaire, qui va permettre donc de supprimer l'effet un petit peu néfaste du comportement de l'étalon pendant son utilisation sportive et qui est utilisé également dans le traitement des étalons excréteurs à l'artérite virale. Donc ce qu'on appelle le blanchiment entre guillemets de ces étalons par ce traitement qui va donc supprimer la spermatogénèse de façon temporaire et en même temps stopper donc cette infection à l'artérite virale. Alors, comment ça fonctionne? Simplement parce que vous voyez que si on agit ici au niveau de l'hypothalamus et de la sécrétion de GnRH, on va donc stopper la sécrétion, l'effet sur l'hypophyse de la sécrétion de LH et de FSH et du coup supprimer la production intratesticulaire de testostérone et donc du coup supprimer la spermatogénèse.
Alors, est-ce que ça reste temporaire? Il faut quand même savoir que donc il y a différents vaccins utilisés. Alors, en Europe et en France, c'est principalement l'Improvac qui est utilisé et qui est un vaccin porcin à l'origine. En Australie, en Nouvelle-Zélande, des Kiti est autorisé et on a constaté 13% de non-retour après 2 injections, hein. C'est quand même pas négligeable. Donc ce n'est pas forcé, ça peut être dans un certain cas définitif. Il faut aussi avoir en tête dans ce cas de figure la réglementation, car l'utilisation de ces vaccins anti-GnRH est totalement interdit dans le domaine des courses. Il est encore autorisé dans le domaine des sports, j'ai envie de dire peut-être de façon non définitive. Autre traitement maintenant, et là on sort des traitements courants, les hormones stéroïdiennes. Alors là, on rentre dans le lourd, j'ai envie de dire, dans les risques majeurs en matière d'altération de la spermatogénèse, puisque là, comme on l'a vu précédemment, on va directement interférer sur la communication du complexe hypothalamo-hypophyso-testiculaire et on va forcément engendrer d'importantes perturbations. Donc là, un premier grand chapitre dans ces hormones, et c'est là le plus délicat, j'ai envie de dire, les testostérone et stéroïdes anabolisants. Je le rappelle, ils sont interdits en France, hein. Les effets, ils sont de deux types. On a un effet anabolisant d'une part avec l'augmentation de la masse musculaire. Ici, on va rechercher la croissance plus rapide, la performance, et un effet androgène qui, lui, a pour but d'agir plutôt sur le comportement de l'animal et son comportement mâle. C'est ici qu'on a un effet le plus négatif. Pourquoi? Parce qu'on a un phénomène de rétrocontrôle. Alors comment ça s'explique? Tout simplement parce que les testicules, je l'ai expliqué tout à l'heure, produisent de la testostérone en interne, qui va être un élément déterminant pour la spermatogénèse, et une partie de cette testostérone va passer dans le sang. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est ce qui se passe en temps normal. Simplement si on injecte de la testostérone directement dans le sang, on comprend qu'on va perturber le message et là, on va faire croire effectivement qu'il y a une production totalement excédentaire de testostérone dans le testicule et on va avoir donc au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire un rétrocontrôle qui va stopper progressivement la production de testostérone dans le testicule. Et là, on a tout simplement une chute, enfin un arrêt de la production de spermatozoïdes et même une réduction de la taille des testicules, avec paradoxalement un effet plutôt accentuant sur le comportement mâle. Hein, vous voyez le paradoxe, le comportement s'accentue, mais la production devient nulle. Et là, ça peut être parfois irréversible, notamment chez les talons prépubères. Donc attention vraiment à cet effet des hormones stéroïdiennes et notamment de la testostérone. Alors, autre effet constaté sur ce chapitre hormonal, l'utilisation des progestagènes, GnRH et HCG. Elles sont par contre là utilisables mais pas à dose répétée. C'est-à-dire qu'on va les utiliser si on les utilise de façon très ponctuelle, et là, l'effet va être recherché uniquement sur le comportement. Ça existe chez la jument, on utilise le régumate. Ici, on va utiliser le régumate chez les talons pour réguler son comportement sexuel avec une dose dite normale, qui est une dose équivalente à ce qu'on donne à la jument, et sur une faible durée. Et là, on n'a pas d'altération de la spermatogénèse. Par contre, si on utilise le régumate, l'altrénogeste à dose forte, là, on aura une perturbation de la spermatogénèse. Le GnRH, lui, va agir sur la production d'hormones hypophysaires, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il peut être utilisé très ponctuellement pour booster le comportement de l'étalon par une injection qui va effectivement pouvoir avoir un effet relativement immédiat sur le comportement sexuel de l'étalon. Ça est utilisé dans certains cas chez des étalons qui ont un problème de libido notamment. Pas d'effet négatif dans ces conditions, a priori, sur la spermatogénèse, en tout cas à court terme. L'HCG, c'est utilisé de façon très spécifique. Là, c'est utilisé pour un diagnostic
notamment pour effectivement détecter une cryptorchidie, hein, donc un testicule non descendu, ou une dégénérescence testiculaire à l'inverse. Comment ça va marcher? Eh bien, on va faire une injection de HCG qui normalement devrait donc entraîner un accroissement de la production immédiate de testostérone qui va donc passer dans le sang et on fait un dosage. Et là donc on peut par ce biais-là détecter soit un testicule cryptorchide, soit à l'inverse une dégénérescence testiculaire. Ça n'a pas d'effet négatif sur la spermatogénèse et c'est utilisé donc de façon très spécifique. Alors le dernier chapitre maintenant de ces traitements avec des effets testés sur la spermatogénèse, les anti-inflammatoires, anti-infectieux et tranquillisants. Les anti-inflammatoires et anti-infectieux, leur rôle premier, c'est de combattre la fièvre et la douleur. Donc, on a indirectement, j'ai envie de dire, deux effets positifs pour la spermatogénèse, puisque la fièvre, on l'a vu, est néfaste, ainsi que la douleur qui va indirectement atteindre la libido de l'étalon. Donc, on va plutôt ici avoir des effets indirects positifs. Et vous le savez, ils ont été longtemps soupçonnés d'effets délétères sur la spermatogénèse, notamment les anti-inflammatoires. En fait, on a pu détecter par nos tests, ces essais scientifiques ne montrent aucun effet négatif significatif, hein. Je tempère un tout petit peu là, ce qui est écrit à l'écran, parce que il y a sur quelques substances des constats d'effets à la marge. Donc, il faut quand même être prudent dans ce qu'on dit ici. Mais de façon générale, que ce soit sur les antibiotiques testés, alors j'en cite quelques-uns ici, mais je vous renverrai à la fin de mon exposé sur la fiche Wikipédia qui est présente sur le site IFCE. Vous avez le détail hein, de toutes ces substances testées. Donc sur la gentamicine, la sulfadexine qu'on trouve dans le Borgal, la clérohexindine, là on n'a pas d'effet, si ce n'est quand même, on a constaté une légère dégradation de la qualité de la semence, je crois, sur la gentamicine. Sur les anti-inflammatoires, phénylbutazone, dexaméthasone, etc., là non plus, pas d'effet significatif de dégradation de la spermatogénèse. On a, dans un cas ou deux, constaté un peu de baisse de production de la testostérone quand même. Donc là, on est quand même sur des effets enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu quand même une découverte parce que on a souvent soupçonné ces substances d'avoir des effets négatifs et on ne les retrouve pas. À l'inverse, les hormones qui étaient parfois peu soupçonnées au départ ont des effets, elles, forcément très négatifs. Dernier élément de ces traitements, les tranquillisants. Là, on n'a pas constaté d'effet direct sur la semence. Par contre, il y a un effet qui a été constaté notamment avec du lait tranquille. Une injection pour un étalon en érection peut provoquer une paralysie du pénis. Donc là, c'est un autre effet qui est indirect, mais qui là aussi peut être problématique. Alors, si je résume maintenant, donc tous ces traitements que j'ai balayés hein, de façon assez rapide, donc il faut combattre un petit peu les idées reçues. On a globalement peu d'effets constatés sur la spermatogénèse, hormis bien sûr les hormones stéroïdiennes et notamment les testostérone et anabolisants qui ont des effets très négatifs. Et paradoxalement, les anti-inflammatoires, eux, ont peu d'effets. Donc, si je balaye vite fait donc ces différentes catégories, les antiparasitaires, aucun effet, parfaitement utilisable. Les vaccins, un risque d'augmentation indirecte de la température, donc qui peut avoir un effet sur la spermatogénèse. Donc, vacciner si possible hors saison de monte. Le vaccin anti-GnRH et son utilisation particulière dans le cas de la castration immunologique. Attention au risque de non-retour dans très peu de cas, mais quand même. La testostérone et anabolisant, alors là, totalement déconseillé pour la spermatogénèse, avec cet effet de rétrocontrôle négatif et qui est parfois irréversible chez les talons prépubères.
notamment, mais pas seulement. Les progestagènes qui vont avoir un effet sur le comportement et qui peuvent être utilisés, mais de façon très ponctuelle et très raisonnée. Les anti-inflammatoires qui, eux, ont un effet plutôt positif sur la libido en diminuant la douleur pour certains étalons, qui sont utilisables. Bon, avec quelques petites choses à la marge qui seraient encore à tester. Les anti-infectieux qui, eux, vont diminuer la fièvre, donc forcément ont un effet positif et qui sont utilisables, eux aussi avec quelques restrictions, notamment pour certaines substances, mais en règle générale ne posent pas de problème. Et les tranquillisants qui n'ont pas d'effet, si ce n'est donc l'effet de paralysie du pénis qu'on a vu tout à l'heure. Donc tout n'a pas été testé hein, dans ces études. Il reste encore des choses à tester. Et bien sûr, on pense tous, notamment dans le sport, aux effets du dopage qui pourraient avoir des effets indirects, mais forcément qui n'ont pas été testés ici. Donc il y a encore des choses à affiner, des choses à tester, mais on a déjà ici des grandes lignes qui permettent de tirer certaines conclusions. Voilà, j'ai terminé pour cette partie donc d'exposé. Maintenant, je vais ouvrir aux questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas via le chat à me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible si vous en avez. Juste, j'évoquais tout à l'heure hein, cette fiche Wikipédia. Je vous la présente très rapidement. Elle est disponible en accès libre hein, sur le site IFCE, comme toutes les autres fiches d'ailleurs Wikipédia. Hein. Je vous renvoie donc à cette documentation en ligne sur le site de l'IFCE, qui est très riche, hein, qui vous permet de préciser l'ensemble des sujets qui sont abordés ici et qui donc va vous permettre de répondre plus précisément aux questions. Vous voyez, par exemple, ici, on a les antiparasitaires qui ont été testés, les substances, les effets constatés, etc., et les études qui vont avec. Hein. Et vous avez bien sûr la même chose sur les anti-inflammatoires que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Là, ce sont la testostérone et anabolisant ici. Hein, vous voyez que dans tous les cas, c'est déconseillé. Hein. Donc, si j'ai pas de questions, on va clore la conférence, mais n'hésitez pas hein, si vous en avez. Ou alors j'ai été très clair, peut-être. Je ne sais pas. Simplement, donc, si vous avez besoin, vous pourrez donc télécharger le document que j'ai présenté via donc s'il y a une question. Non, il n'y a pas de question. Bon, on me dit que c'est très clair. Bon, bah, très bien. Donc, vous pouvez télécharger donc ce document donc par une procédure hein, qui vous permet donc c'est l'accès à ces documents ici. Bah, écoutez, si j'ai pas de questions, bah, il me reste à remercier tous ceux qui ont, enfin, ces personnes qui ont assisté à cette conférence. Alors, je vous rappelle que ces conférences ont lieu de façon régulière, hein, puisqu'il y en a pratiquement tous les mardis et tous les jeudis. Et la prochaine conférence qui aura lieu est prévue jeudi donc à 8h30 sur le comportement, mieux respecter le rythme de vie de son cheval avec Marianne Vidamant. Et mardi prochain, donc devenir auto-entrepreneur. Donc là, on est dans un sujet économique avec Carole 3. Et moi-même, j'interviendrai donc une prochaine fois le 3 novembre à 8h30 sur l'avortement des juments. Comment prévenir l'avortement des juments. Voilà. Euh, les conférences donc sont téléchargeables. Hein, j'ai une question là-dessus. Donc sur le site des haras nationaux. Et elles sont donc régulières. Il y en a jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la fin novembre, je crois, de façon régulière, mardi et jeudi, à des horaires par contre variables. Mais vous avez de toute façon les messages mails qui vous informent des horaires. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous.